Eh bien, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de SummerSlam 2017. C'est parti. Alors elle arrive un peu en retard, désolé j'ai pas pu la faire tout simplement avant, j'ai regardé les shows jeudi matin. Donc voilà, le temps que je prépare tout. Normalement, on tourne cette vidéo, on est samedi 26 août. La vidéo normalement sortira le samedi aussi 26 août normalement, si tout est normal. Je prévois aussi deux autres vidéos catch françaises. J'avais annoncé sur ma page Facebook qu'il y aura deux normalement vidéos de catch français. Un sur le show est à vous 4, voilà. Et l'autre ce sera sur un autre show de catch que j'ai regardé, c'était mon tout premier show de catch. Je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo. Mais voilà, on va tout de suite commencer parce que SummerSlam, il y a beaucoup de choses à dire. Pardon. Et comme vous l'avez vu dans le titre, ça tourne mal. Oui, SummerSlam cette année, ça a mal tourné. Vraiment, vraiment très mal. C'est un prank qui a mal tourné. Je suis désolé. Je dis c'est tellement mal que pour essayer de remonter un peu la moyenne du show, j'ai noté des promos. Parce que par exemple, la promo d'Elias dans le pré-show, j'ai noté parce que Elias, pour l'instant, c'est un coup de cœur. J'adore ce mec. Et on va pas se le cacher, Elias était une des meilleures choses de SummerSlam. C'était un des meilleurs segments de SummerSlam, c'était encore mieux que des matchs. Voilà. Avec le Fatal 4-Way et le match par équipe, Elias c'était une des meilleures choses de SummerSlam. Une promo est meilleure que des matchs, que des rivalités. Voilà. Vous voyez un peu le niveau de cette année. Voilà, alors on va commencer direct par un gros coup de gueule, évidemment. Le premier match, je vais noter le pré-show. Le premier match du pré-show, parce que vous savez, pour SummerSlam, je note le pré-show. Donc, pour les Big Four, hein, donc Mistourage et The Miz affrontent les Hardy Boys et Jason Jordan. Pourquoi vous faites ce match alors qu'il y a 300 personnes dans l'arène? D'ailleurs, The Miz, on l'a vu sur les réseaux sociaux, était très mécontent de ce match parce qu'en fait, il était en pression, l'arène était pratiquement vide. Elle venait à peine d'ouvrir. Il y avait quoi? Il y avait 300 personnes, 400, j'en sais rien, il y avait vraiment peu de monde. Et même les Hardy Boys, je veux dire, faire lutter les Hardy Boys contre 400 personnes. Les mecs, c'est les Hardy Boys, hein. On n'est pas à un show à Tourcoing, ils sont pas allés à Tourcoing les Hardy Boys, hein. Ils sont bien à SummerSlam, au Barclays Center, ils ont été devant 400 personnes. Hardy Boys, hein. Il y a un problème quelque part, je pense. Bon, déjà c'est un très gros coup de gueule, donc j'ai déjà enlevé moins 0,5 parce que c'est complètement n'importe quoi de faire lutter le Miz et les Hardy Boys dans le pré-show. Bon, le match a duré 10 minutes, c'était nul, pas de public, donc il n'y avait pas d'ambiance, pas de hype, pas de suspense, aucun public présent, donc il n'y avait aucun chant. Si, quelques daily des fois, mais c'est tout. Le Mistourage a gagné, donc victoire des Heels, c'est rare dans un pré-show. Et donc pour moi la note s'élève à 2,75 sur 10, c'est très rare. Mais voilà, un 2,75 sur 10 pour les Hardy Boys et pour The Miz. Allez trouver la logique. Deuxième match du pré-show, Neville affrontait Akira Tozawa pour le titre Crazy Weight. Il n'y avait pas de hype, pas de suspense, on croyait tous que Tozawa allait récupérer. Neville a récupéré le titre, d'accord. Je pense que c'est juste pour pas le faire perdre en pay-per-view. Donc ils ont fait gagner à Tozawa à Raw. Et comme ça, Neville reste sur des victoires en pay-per-view comme ils avaient fait avec Charlotte et Sasha Banks par exemple. Mais oui, c'était nul. C'était un match de Crazy White quoi. Il y avait quelques spots. Voilà, normal. La note s'élève à 5,25 sur 10 pour ce match. J'avais dit que j'avais noté des promos. J'ai noté celle d'Elias. Donc on a après. Enfin, je sais pas si c'était la promo d'Elias. Je sais pas si elle était après le match de New Day Uso ou avant, je sais plus. Mais en tout cas, je la note parce que la promo d'Elias était juste énorme. Who wants to walk with Elias? Là, il reçoit des applaudissements, il reçoit des yes. Tout le monde kiffe Elias. Il fait des promos incroyables et le mec, en une promo en 3 minutes, a été meilleur que pratiquement tout le show. Donc j'ai noté sur 5 parce que c'est une promo et j'ai mis 5 sur 5. Voilà. J'ai quand même essayé de rattraper le show mais pas trop non plus parce qu'il mérite pas trop de grosses notes. Donc j'ai mis 5 sur 5. Et voilà. Et le quatrième
le troisième pardon, match du pré-show, c'était les New Day qui remettaient leur titre en jeu contre les Usos. On attendait un grand match, mais vu qu'on était dans le pré-show, je croyais que ça allait être moindre. C'était un magnifique match, comme ils nous ont fait depuis 3 fois. C'était un magnifique match, des spots de partout. Ils ont fait le match du pré-show de l'année. En gros, ils ont fait le meilleur match du pré-show de tous les shows réunis de l'année. C'est incroyable. 20 minutes pour un match de pré-show, c'est impensable. Des spots de partout. La hype était présente, le public était vraiment là, le suspense. On a eu des kick-out, out on nowhere, de kick-out de nulle part qui venaient. Le up, down, down à chaque fois que Xavier Woods, incroyable. On a ainsi un bon spot avec le spear en travers les cordes de Biggie aussi, ça c'est toujours assez incroyable. Et les Usos donc, qui reprennent les titres par équipe. Bon, ça fait du ping-pong un peu avec les titres, j'aime pas trop ça. En espérant que la rivalité soit terminante entre les deux évidemment. Mais c'était vraiment un très bon match. Et encore une victoire des Heels, donc ça fait 3 victoires de Heels dans un seul pré-show, c'est extrêmement rare. Mais voilà, et donc la note du match, vous en notez, ça s'élève à 9,5 sur 10. On va passer au main show maintenant de SummerSlam. Et autant dire que ça nous a réservé beaucoup de surprises. On a déjà commencé le show avec un match qui nous a hypé beaucoup. Cena contre Baron Corbin. On sait que la carrière de Baron Corbin est maintenant assez basse, en partie à cause de John Cena. Donc John Cena, oui, c'est un bonhomme, mais c'est un très bon gars. Mais bon, c'est un peu lui le chef des bookers. En gros, voilà, donc je sais pas à quoi sert le booker en fait, puisque Vince, il demande à Cena, est-ce que tu crois vraiment que Corbin est prêt pour ça, pour être champion et pour être en main event? Cena? Non, 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 il est pas prêt. Ah d'accord, si Cena a dit qu'il était pas prêt, oh bah non, non. Les bookers, non, non, vous servez à rien, les bookers, c'est John Cena qui décide maintenant, c'est voilà. Bon, ok. Si vous voulez. Bon, maintenant, on sait que les carrières de Corbin et voilà. Apparemment, Corbin devrait rentrer en rivalité avec AJ Styles pour le titre des États-Unis, mais on sait qu'il va pas avoir aucune chance pour le titre, on sait qu'il va pas prendre le titre. Donc, bon, voilà, domination totale de Corbin pendant tout le match, match assez violent, c'est ça qui m'a fait rester dans le match 10 minutes, match assez court. Le public était mort pendant pratiquement la moitié des matchs, même plus. Et à la fin, victoire de Cena avec un seul et A, donc bof, waouh, quelle résistance de Baron Corbin, waouh. Le mec devait être le futur géant de la compagnie avec Braun Strowman. Ouais, d'accord. Ouais. Ok, d'accord. Le match, bien sûr, n'est pas digne d'un pay-per-view comme pratiquement tous les matchs du show. Je veux dire ça pour tous les matchs pratiquement. Donc moins 0,5. Et la note, évidemment, s'élève à 6,25 sur 10. Deuxième match du show, Naomi défendait son titre Women's contre Natalya pour la deuxième fois. Voilà, elle est championne depuis WrestleMania. C'est seulement la deuxième fois qu'elle défendait son titre. Bravo Naomi. Bon, match très technique entre les deux. Les deux ont tout donné. Même s'il était assez court, 10 minutes. J'ai bien aimé parce que le match était vraiment assez logique. C'est-à-dire que quand Natalya a travaillé les abdos avec des abdominal stretch, etc. pendant tout le match de Naomi. Et à la fin, quand donc, Naomi redominait et devait faire son saut de la troisième corde et tout, Natalya a contré, elle a planté ses genoux dans les abdos et donc ça a vraiment beaucoup affaibli Naomi vu que ça a travaillé ses abdos pendant tout le match. Et ensuite, le sharpshooter qui a fini Naomi. C'était vraiment logique, j'aime vraiment quand les matchs sont comme ça. Et puis Natalya, nouvelle champ, tout simplement. Pendant tout le match, je me suis dit, putain, Natalya, si elle a une chance, elle peut peut-être gagner la. Et oui, Natalya, nouvelle championne de SmackDown, c'est incroyable. Elle a dit qu'elle a failli pleurer, elle a failli casser son rôle de heel, elle a failli pleurer, elle tremblait pendant qu'elle soulevait le titre, etc. à la fin du match, mais c'est complètement mérité pour elle. C'est sûrement son dernier run title de sa carrière, donc c'est très très bien pour elle. J'ai envie vraiment qu'elle reste championne, même s'il y a des rumeurs comme quoi Carmella devrait cacher dans pas très longtemps. J'espère que, pourquoi pas Natalya reste championne jusqu'à Survivor Series, TLC, je sais pas, mais ce serait vraiment bien qu'elle reste championne quelques mois, parce qu'elle le mérite, Natalya, tout simplement. Donc, il y a un bon match assez logique, c'est mérité, mais 10 minutes assez court. Donc, je mets la note quand même de 8 sur 10 pour ce bon match Women's. Big Show affrontait Big Cass avec en stipulation Enzo Amore suspendu dans une cage à requin. Ouais. En fait, tout ça pour ça, je vous expliquerai à la fin, mais voilà, donc le match était le même qu'il y a 2 semaines, que la semaine dernière, qu'il y a 3 semaines.
Big Show s'est fait défoncer pendant tout le match. Ensuite, Enzo Amore a essayé de revenir. Il a descendu de la cage pour se prendre un Big Boot. Et ensuite, Big Cass, Big Boot, Empire Elbow. 1, 2, 3. Victoire de Big Cass. Merci, bonne journée, on repassera. Au revoir. Bon, ouais, c'était vraiment pas digne d'un pay-per-view, évidemment. On va pas se le cacher. Mais oui, tout ça pour ça. En fait, parce que si vous n'avez pas vu Raw, bah, je vous le dis, hein, c'est un spoil. Big Cass s'est blessé en fait à Raw dans un match contre qui? Enzo Amore. Voilà, dans un match assez bidon de Street Fight contre Enzo Amore. Big Cass s'est mal réceptionné avec Star Ring, il s'est pété les ligaments, machin. Donc il est absent pendant une durée de 8 à 9 mois. Merci, ils nous ont fait chier durant des mois pour essayer de mettre Cass en heal pour voir. Et juste après sa victoire en plus, à SummerSlam qui devait normalement le pusher en mid-card, il se blesse. Voilà, donc je sais pas comment il va revenir. J'ai mis 2 sur 10 pour ce match, ça mérite vraiment pas plus du tout, 2. Et voilà, à la revoyure Big Cass. Ensuite on a eu un angle avec Kurt Angle et Daniel Bryan dans les backstage. Ça m'a vraiment fait rire parce qu'ils sont lancés des pics. Daniel Bryan qui disait It's true, it's damn true, et ensuite Kurt Angle yes no, yes no. C'était assez intéressant pour y noter parce que vu que c'était le meilleur truc depuis le début du show, c'était à noter. Mais j'y ai pas noté évidemment, mais c'était à dire. Voilà. Rusev affrontait Randy Orton. Parce que dès l'entrée de Randy Orton, évidemment, fait son truc sur les cordes. Rusev attaque par derrière. Je me suis dit, putain, waouh, Rusev est putain des attaquants. Là, il est peut-être en train d'être poussé s'il bat Randy Orton et tout. Il défonçait avec sa ring et tout. Mais je me dis, putain, peut-être qu'il va pas avoir de match, Rusev, pour la deuxième année. Parce que vu qu'il est en train de le défoncer, peut-être que Randy Orton ne sera pas apte à faire de match et tout. Je me disais ça. Et après, ils sont montés sur le ring. Ça m'a rassuré. Je me suis dit, ouf, Rusev va avoir un match cette année à SummerSlam. La cloche sonne. RKO, 1, 2, 3, 10 secondes. Pour la deuxième année, Rusev n'a pas eu de match. L'année dernière c'était contre Roman Reigns, cette année c'est contre Randy Orton. 2 années consécutives qu'il n'a pas de match. En plus si vous n'avez pas vu, Rusev a apparemment quitté la WWE. Il a marqué un message assez troublant sur Twitter, il a remercié la WWE pour tout ce qu'ils ont fait, toutes ces opportunités. Donc Rusev a peut-être déjà quitté la WWE, merci Rusev. Merci Vince McMahon. En fait, je veux dire, c'était encore pire qu'un match de Goldberg. Ça a duré 10 secondes. Le match de Goldberg le plus court, c'était 21 secondes. Là, ça a duré 10 secondes. Donc, ouais. D'accord. En fait, j'ai juste mis 0,5 pour le RKO qui était magnifique. Il lui a planté la tête. Mais vu que c'est pas digne d'un pay-per-view, j'ai enlevé 0,5. Donc, la note est à 0 pour un match de Rusev. Je crois que même l'année dernière, j'avais noté le match 0 entre Randy Orton et Rusev. Entre Roman Reigns et Rusev, bah je fais pareil, je note 0 sur 10. Alexa Bliss remonte son titre de Raw Women's Champions en jeu contre Sasha Banks. Bien sûr, ça devait être Bayley qui doit affronter, elle s'est blessée, donc c'est Sasha Banks. Bon petit match, franchement, malgré quelques botches, on a Sasha Banks et Alexa Bliss, il y avait beaucoup quand même de botches. Match assez long, 13 minutes, c'est le plus long match depuis le début du show, je crois. Elles sont allées à l'extérieur du ring, etc. Il y a une domination de Bliss pendant pratiquement tout le match. Et à la fin du match, Sasha Banks reprend le dessus. Premier Bank Statement, ça passe pas. Deuxième Bank Statement, ça passe pas non plus. Troisième, oula, par contre, le troisième, oulala, je vais taper, ça fait vraiment très mal. Non, ça, j'aime vraiment pas ça. Si elle fait une soumission, ça passe pas direct. Faites pas le premier, oh ça passe, le deuxième, ça passe, le troisième, oula, je commence vraiment à avoir mal, oulala. Non, 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 c'est dès le premier, faut arrêter les conneries quoi. Ça me casse les couilles en plus. Vraiment, ça me casse les couilles, donc j'ai enlevé 0,5 pour ça, c'était vraiment un gros point négatif du match. Mais sinon c'est un match assez potable, franchement c'était potable. Sasha Banks qui reprend pour la 4ème fois le titre de Raw Women's Champions, donc elle devient une nouvelle championne évidemment. Je pense qu'on dirige vers un rivalité Bliss-Bayley. Ça peut vraiment donner quelque chose d'intéressant si Bayley devient heel. Je pense que Bayley a un gros potentiel en heel. Donc si après sa blessure elle revient en heel contre Sasha Banks, ça pourrait donner vraiment quelque chose de bien. Mais si les deux restent face, ça va être mauvais. Je pense que Bayley face à Lister, ce serait vraiment très bien, je trouve. Ça pourrait donner quelque chose de bien, mais sinon, ouais, j'attends la prochaine rivalité, mais bon, ça se met championne. Voilà, ça me déplaît pas plus que ça. 6,5 sur 10 pour ce match. Et là, on entre enfin dans les matchs qui commençaient à m'intéresser,
C'est-à-dire, Bray Wyatt affrontait le Demon King, Finn Balor. C'était un bon match, on va pas se le cacher. Il y a eu quelques spots très bons et très flippants aussi, comme par exemple quand Bray Wyatt dominait, il se mettait en mode Spider, vous le savez, au coin du ring. Et là, Finn Balor se réveille en mode Demon, il fait Ouah. C'était vraiment un assez bon spot, mais sinon il n'y a eu que ça. Parce que c'était un match assez court, c'était vraiment un match digne de Raw, mais vraiment pas de SmackDown. C'était en fait Bray Wyatt contre Finn Balor bis de Raw. En fait, plus que Finn Balor est en démon, mais il n'y avait pas plus de spots que ça. Ils sont allés quelques fois à l'extérieur comme ils ont fait. Mais franchement, c'était pas si exceptionnel. Et j'ai vraiment eu du mal, alors que la rivalité m'intéressait, mais j'ai vraiment eu du mal. Enfin, le match m'intéressait, mais j'ai vraiment eu du mal à me mettre dans le match parce que tout simplement la rivalité n'était pas assez construite en fait. Ils ont commencé à passer la deuxième, mais au dernier Raw avant SummerSlam, donc l'arrivée n'était pas assez construite, j'ai eu du mal à me mettre dans le match, donc j'en ai 0,5 pour ça. Mais sinon, ouais, il y avait quelques bons spots. J'attendais aussi des trucs comme il y avait à WrestleMania, c'est-à-dire par exemple des images sur le ring d'un démon par exemple pour Finn Balor, ou quand Brad se mettait en araignée comme ils avaient fait à WrestleMania avec des images. J'attendais aussi de la fumée, parce qu'au début du match je croyais vraiment qu'il allait y avoir de la fumée autour du ring. Il n'y en a pas eu malheureusement, ça aurait été très très bien, ça aurait redonné un peu d'ambiance sombre au match. J'espérais aussi les lumières qui s'éteignent, par exemple quand Finn Balor aurait dominé, Bray Wyatt éteint la lumière comme vous savez le bruit qu'il fait à chaque entrée, des trucs comme ça, ou Finn Balor quand il se faisait dominer, il éteint la lumière et tout. Ça pourrait être des trucs comme ça qui manquaient parce que dans Finn Balor, Bray Wyatt, on attendait des trucs comme ça. On attendait vraiment pas le match en lui-même, on attendait ce qui pouvait se passer dedans. Il n'y a pas eu tellement de choses, à part le spot que vous disiez tout à l'heure entre Finn Balor qui se réveille en démon et Bray Wyatt en araignée. Mais c'est tout ce qu'il y a eu. Match assez court entre les deux, 10 minutes, donc c'était un match de Raw en fait, mais pas de SmackDown. Point positif, c'était que les entrées étaient très belles, surtout celle de Finn Balor avec le sang qui coule. Ça a rappelé ce qui s'est passé à Raw quand Bray Wyatt a fait couler du sang sur lui. Il a aussi repris les fameux chants et paroles de Bray Wyatt pendant son entrée. C'était vraiment une très très belle entrée de Bray Wyatt, de Finn Balor. Mais voilà, c'était un des seuls points positifs. Je mets très belle note, potable, de 7 sur les pour ce match. Shield, Seth Rollins et Dean Ambrose affrontaient Sheamus et Cesaro pour les titres par équipe de Raw. Incroyable. Ils ont fait le match tag team de l'année, peut-être même sûrement un des matchs de l'année, peut-être un des matchs tag team des 5 dernières années. C'était incroyable. Quel match, waouh. J'ai marqué waouh, quel match en gros, parce que waouh, c'est tout, waouh. Il y a eu des spots de partout, aucun temps mort jusqu'à la dernière seconde, il y a eu du suspense jusqu'à la dernière seconde. Le public était là parce qu'on avait un suspense, on avait une intrigue, la rivalité était bien construite entre les deux, entre le Shield et tout. Regardez, t'as eu un turn, donc la rivalité était bien construite, il y avait de l'intrigue, c'est pour ça qu'on s'est tous mis dedans. Et puis la fin extraordinaire avec, enfin il y a déjà dans le match il y a eu des spots de partout, mais la fin c'était un big spot extraordinaire. Seth Rollins qui revient, qui jette Dieu de la troisième corde Cesaro sur Sheamus. Ensuite Seth Rollins qui donne un putain de gros super kick à Sheamus, et enfin à Cesaro et à Sheamus. Puis finish avec son genou sur Sheamus et Dean Ambrose ensuite Dirty Deeds avec qui finit donc enfin sur Sheamus bien sûr, qui finit le match. Dean Ambrose et Seth Rollins, le Shield devient les nouveaux champions par équipe de Raw. Incroyable. Et en plus il y a tellement une alchimie entre les deux, c'est incroyable. C'était phénoménal ce match. C'était entre Dean Ambrose et Seth Rollins, ça y va comme sur des roulettes. C'est fluide. On voit vraiment qu'ils sont faits pour être ensemble. Ils savent tout, ça fait tac tac tac. C'est fluide. Il n'y a aucun temps mort avec eux, c'est incroyable. 18 minutes de match, un très très bon temps pour un match incliné pour ce SummerSlam. Il a un peu sauvé ce show avec le Fatal 4-Way. Et un point positif du match, Cesaro qui pète le ballon. C'était pas prévu, je pense. Mais en plus, ça a accentué de son côté heal, mais c'était vraiment pas scripté. C'est qu'en gros, hein, vous savez, tous les youtubeurs où on dit, hein, c'est les fans qui ont payé leur place 150 $ jouent au ballon pendant un des matchs les plus intéressants du show. Ok, mais en fait, moi personnellement, j'ai payé ma place. Même là, au show que j'ai participé, enfin au show que j'ai vu, où j'ai pas payé ma place et tout pendant cet été, c'était pas prévu, j'y suis allé, mais j'ai quand même profité comme un fou. J'ai pas joué au ballon, machin. Enfin, je peux te dire, vous avez payé votre place, mais vous jouez au ballon dans un match plus intéressant. Donc merci Cesaro pour avoir pété le ballon.
c'est complètement irrespectueux. Je vais pas vous dire tout ce que les youtubeurs vous ont déjà dit sur ça. Je trouve que c'était vraiment irrespectueux pour les catcheurs. Et maintenant j'ai une nouvelle note, on va dire, pour les Big Four. Ça marchera que pour les Big Four. C'est en gros qui a dans un match une importance historique ou un tournant qui fait que l'euro du post Big Four sera pas pareil que l'euro de la veille, par exemple des changements de titre ou un heel turn ou quoi. Quelque chose d'important. Et là on a eu quelque chose d'important. C'est, j'ai marqué ça comme importance historique. C'est Dean Ambrose qui rentre dans le cercle fermé des grands slams où on a eu des Edge, des Chris Jericho, des Guerrero, très peu de gens. Et voilà, Dean Ambrose qui rentre dans le grand slam parce qu'il a remporté tout le titre au moins une fois à la WWE. Pour ce match évidemment, je pense que vous en doutez, j'ai mis un gros 10 sur 10. Le Perfect 10. Voilà. Kevin Owens affrontait AJ Styles pour l'avant-dernière fois, évidemment, parce qu'on a encore un match à SmackDown pour le titre des États-Unis avec un arbitre spécial. Attention, une grosse stipulation, Shane O'Mac. C'était waouh, quelle grosse stipulation. Merci beaucoup. On aurait voulu une plus grosse stipulation, mais bon, c'est pas grave. 17 minutes, un très bon temps pour un match pour un titre. De très bons spots entre les deux, dont le Fireman's Carry Neckbreaker du haut de la troisième corde de Owens qui lui a pété la nuque à AJ Styles. Un point positif, mais qui est aussi négatif, c'est-à-dire que AJ Styles, enfin non, je veux dire Shane O'Mac, pardon, a fait beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Il a compté 3 une fois sur Owens et tout, ou machin. Et toutes ces erreurs d'arbitrage ont en gros réveillé un peu le public qui était assez mort avec tous les matchs de mauvais qu'on a eu avant, donc c'était assez bon. Puis ça donnait un peu de suspense en plus au match, parce que vraiment des fois je croyais que Owens allait reprendre le titre, bon, alors qu'on savait que AJ Styles allait conserver. Mais ça c'est un point négatif parce que les arbitres c'est des feuilles en papier en fait, c'est des arbitres en carton. Enfin c'est pas Shane O'Mac le mec, comme a dit Owens pendant des promos, il a dit à Shane O'Mac, tu sautes du haut de 6 mètres de haut, du haut d'une cage, mais par contre dès que tu prends un coup de coude t'es fini pendant 3 minutes. Mec, ouais c'est ça, y a pas de logique. Shane O'Mac quoi, le mec il se prend un coup de coude, il est mort. Et ça aurait pu devenir un point positif, ça par exemple, parce que Shane O'Mac, par exemple, quand il était mort, quand il était voilà, assommé pendant 2-3 minutes, Owens, comme il est, il aurait pu prendre une chaise ou un candlestick pour en profiter pendant le match, mais non, il n'y a pas eu ça. Donc ça reste quand même un point négatif, c'est pour ça que j'en ai 0,5, parce que c'est vraiment des arbitres en carton, voilà, c'est quand même Shane O'Mac, donc il n'y a pas de logique. Beaucoup de tension d'ailleurs entre Shane O'Mac à cause de ça et les deux lutteurs. D'ailleurs, Owens qui a failli, non, il a pas failli, il a pété un câble d'ailleurs durant le match, il a vraiment poussé, il y a une fight qui a commencé entre Shane O'Mac et Kevin Owens. D'ailleurs, ça encore continue de construire la rivalité entre Shane O'Mac et Kevin Owens. C'est bien parce que, enfin, je pense qu'on a un match à 5 contre 5 au Survivor Series contre O'Mac et Owens. C'est bien parce que la rivalité se construit sur plusieurs mois, c'est vraiment très très bien s'ils veulent faire ça entre Owens et Shane McMahon. Ça a construit la rivalité entre plusieurs mois. Owens devient vraiment psychopathe et fou quand il voit Shane O'Mac. Il est aussi devenu fou à SmackDown contre Shane O'Mac. J'attends vraiment de voir la rivalité, comment elle va continuer, mais je pense que ça va être un truc incroyable entre les deux. D'ailleurs, quand Owens a pété un câble sur Shane O'Mac, AJ Styles l'a repris, Phenomenal Forearm, puis deuxième Styles Clash, qu'il y en avait eu un avant, et AJ Styles conclut pour la victoire et donc conserve son titre des États-Unis. C'était bon, prévisible. C'est un match assez bon dans l'ensemble, ça construit la rivalité entre Shane O'Mac et Kevin Owens. Il manquait des objets, par exemple, comme je vous l'ai dit, quand l'arbitre était sonné, il aurait pu prendre une petite chaise ou des trucs comme ça. Ou, pourquoi pas aussi, il y aurait pu une table qui aurait pu se péter, ça aurait pu être assez bien pendant que Shane O'Mac était mort. Ou, voilà. Mais il manquait quelque chose, mais c'était vraiment un bon match. Un des meilleurs matchs, franchement, entre les 6 qu'ils ont eu. Un très bon match. Donc je mets un bon 8,5 pour ce match. On passe maintenant à l'avant-dernier match. Un match pour le titre de la WWE. Et je crois que Vince McMahon n'était pas au courant. Jinder Mahal remettait son titre en jeu contre Nakamura. C'était un match assez violent. C'est vraiment ce qui m'a fait tenir dans le match. Vous savez que j'aime le match violent avec les coups de genou de Nakamura. J'étais servi. Nakamura a reçu une grosse pop durant son entrée, il a reçu un grand soutien durant tout le match avec des ovations, des chants, etc. Lui qui est assez réveillé, on va dire. Après les deux matchs qu'on a eu avant aussi, c'était assez normal. Mais la fin, Randy Orton style. En gros, comme pour le match avec Randy Orton, les Singh Brothers sont intervenus. Donc Nakamura, boum boum, il a fait en 2-2, il les élimine. Mais bien sûr, du normal qui le prend par derrière avec son finish, comme vous le savez.
Moi je pense que c'est un finish complètement botché et aucun impact. Enfin je sais pas, il montre à chaque fois différents angles, mais de tous les angles de caméra que vous voulez, ce finisher est botché et n'a aucun impact. On voit bien qu'il, boum, il le pose au dernier moment, il le pose en fait. Il n'y a aucun impact dans ce putain de finisher. Merde, faites-lui changer de finisher. Je sais pas, une powerbomb, un truc comme ça, mais faites-lui changer, il a aucun impact ce finisher. C'est de la merde, de la pure merde. Même Kurt Hawkins, il pourrait résister à ce finisher. Et Randy Orton style, bien sûr, il se prend par derrière et conserve son titre de normal. Alors voilà, c'est incroyable, je m'y attendais pas. Et plan était que Baron Corbin cache ensuite son Nakamura. Je croyais quand même que Nakamura allait quand même gagner le titre et devenir champion, mais non, il a perdu. Normal, on devra encore se lever pendant 1 mois ou 2 mois, je pense même 2 mois, parce qu'il n'y a pas actuellement de pay-per-view prévu pour SmackDown en septembre. Je crois en fait que Vince McMahon, les bookers, ne se rendent pas compte qu'ils ont un des plus grands talents, un des talents les plus charismatiques de toute fédération confondue, qui est Shinsuke Nakamura. Je crois qu'ils se rendent pas compte qu'ils ont Shinsuke Nakamura là. Ils lui ont fait de la merde, ils l'ont fait arriver dans le c'est pas, on était tous contents. Et voilà, ils le font apparaître toutes les semaines maintenant. Nakamura n'est plus unique comme il était à NXT. Il est ordinaire, son entrée est ordinaire, il est tout à fait ordinaire comme les autres, c'est complètement nul. Ils se rendent pas compte qu'ils ont Shinsuke Nakamura et qu'il aurait pu devenir un des plus grands champions de WWE de tous les temps. Mais bon, si c'est grave, j'allais dire que c'était pas grave, mais si c'est grave. Match évidemment pas digne d'un pay-per-view, donc moins 0,5. Et ils sont vraiment pas capables de faire gagner le champion tout seul. Que ce soit pour les matchs à SmackDown, en live event ou en pay-per-view contre Randy Orton ou quoi. Depuis qu'il est champion, Jinder Mahal n'a pas gagné une seule fois clean. Il n'a pas gagné une seule fois sur l'aide des Singh Brothers. Incroyable, incroyable. Sans l'aide des Singh Brothers ou même de Great Khali, c'est incroyable. Il n'a jamais gagné tout seul le mec. Je crois qu'en fait c'est quand même le titre WWE qui doit être le titre majeur, le titre le plus important de la fédération. Là, c'est pas le titre le plus important, ça peut être, je sais pas, il y a en avant universel, États-Unis, intercontinental, par l'équipe de Raw, par l'équipe de SmackDown. Et ensuite, on a enfin le titre WWE. Voilà. Il est vraiment plus important, c'est vraiment. Plus personne s'intéresse maintenant au titre WWE et c'est de la merde. Voilà. Donc ce match mérite, récolte une très bonne note de 5,5 sur 10. Et le main event n'a jamais aussi bien porté son nom. Le Fatal 4-Way match qui opposait donc Brock Lesnar qui défendait son titre universel contre Braun Strowman, Roman Reigns et Samoa Joe. Je vous le dis, j'ai pas marqué beaucoup de choses pour ce match parce que c'était tellement incroyable, mais... Waouh, c'était ouais. J'ai trouvé que c'était trop court parce que c'était trop bon tout simplement et voilà, moi je demandais juste plus de temps. J'ai eu l'impression d'une gamine de 8 ans qui se faisait violer par un vilain monsieur de 35 ans. C'était un truc de malade, je ne peux pas être plus objectif que ça parce que c'est ce qui s'est passé. J'en ai eu des moments forts. J'ai eu l'impression d'un viol sur une écolière. L'image que j'ai eue, alors c'était vraiment orgasmique, c'était un viol intersidéral. J'ai jamais vu ça. Voilà, c'est exactement ce que j'ai pensé du match. Merci Jordan. J'ai juste marqué quelque chose en plus, comme par exemple, j'attendais les objets, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était eux les objets, c'était les hommes. Braun Strowman, comme l'a dit Jordan, c'était un viol total. Roman Reigns qui prend le pin. Voilà, c'est bizarre, mais j'ai compris en fait que depuis WrestleMania, Roman Reigns n'a gagné aucune fois en pay-per-view. Mais apparemment Vince fait ça exprès pour que Roman Reigns ensuite il commence à être encouragé vu qu'il perd tout le temps. En fait vous comprenez pas que Roman Reigns dès qu'ils perdent ils sont contents. Dès qu'ils vont gagner ils sont pas contents. Donc vous comprenez jamais ça en fait, c'est pas possible. Vous êtes vraiment con en fait. Dès qu'ils perdent ils sont contents, faut pas rêver. Le public évidemment. Mais bon c'est pas grave. Mais je pense aussi que le pin de Brock Lesnar sur Roman Reigns c'est pour en faire construire le match entre Brock Lesnar et Roman Reigns pour le titre à WrestleMania 34. Évidemment c'était violent. Comme je l'aime, j'ai mis une très bonne note. Ce match récolte un 9,75 sur 10. C'est un des meilleurs Fatal 4-Way de tous les temps, je pense. J'ai terminé avec l'analyse de ce pay-per-view. Ce que je peux retenir de ce pay-per-view, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à mettre dans tous les matchs pratiquement jusqu'au match du Shield. Parce qu'il n'y avait pas du tout de construction. Par exemple, pour tous les matchs, la construction était proche du néant. Puis même c'était des matchs qu'on avait déjà vus avant. Donc c'était pas très intéressant. Le booking était aussi très mauvais pour la plupart des matchs à part 2 ou 3. Et le segment avec Elias c'était pratiquement mauvais pour tous les matchs. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment eu du mal avec ce show.
Et la note du pay-per-view s'élève à 6,1 sur 10, qui est une note qui mérite. Hein. L'année dernière, SummerSlam, pour moi, avait reçu 8 sur 10. Cette année, 6,1, qui, je crois, devient le deuxième pire pay-per-view de l'année, après Fastlane, évidemment. Donc SummerSlam à Big Four, qui devient le deuxième pire pay-per-view de l'année, c'est incroyable, mais bon, c'est la WWE. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Bon, j'en ai terminé avec l'analyse du show. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, évidemment ça m'aide énormément sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner parce que évidemment 150 abonnés avant la fin de l'année c'est l'objectif, mais je pense qu'on va pas l'atteindre. N'hésitez pas à partager donc la vidéo en masse sur les réseaux sociaux pour qu'on atteigne cet objectif. Si vous aimez, abonnez-vous, activez la notification parce que je vous l'ai dit, il y a des vidéos sur les anciens pay-per-view qui vont sortir, des vidéos sur du catch français qui vont sortir. Je vais peut-être essayer de reprendre le projet MyBooking, la série MyBooking. J'ai essayé de la commencer parce que pour vous sauver un peu de ce booking de merde actuellement qu'il y a à la river. N'hésitez pas bien sûr à commenter la vidéo, ça me ferait super plaisir. J'ai envie d'avoir votre avis en commentaire. Votre avis m'intéresse. Est-ce que pour vous le Fatal 4-Way est le match de l'année? Est-ce que vous êtes content que le Shield récupère les titres? Dites-moi tout dans les commentaires. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.